En fait, il y a énormément de clients qui sont fidèles au magasin. Tu vas dans ta boulangerie, ça peut être ton tabac, ton marchand de journaux, c'est vraiment la fidélité à une enseigne est quelque chose de très fort qu'on néglige souvent. Et ça, c'est un point. Et le deuxième point, sur la porosité entre du offline et du online, nous, on a 7 à 8% de nos clients qui nous ont découvert pour la première fois en magasin et qui ont acheté ou repeat en online. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, le retail, la distribution physique, l'omnicanalité sont des sujets phares à maîtriser sur le bout des doigts. Or, c'est souvent difficile à appréhender. C'est pourquoi, avec Mickaël de Shapeart, on a décidé de créer cette série spéciale autour du retail. Ouais, ça va être des épisodes qui vont vous permettre d'appréhender le milieu du retail, un milieu que je connais bien puisque ça fait 15 ans que j'ai eu des rôles de distributeur, de marque, de revendeur. Et actuellement avec Shapeart où on commercialise nos produits dans près de 5000 magasins revendeurs en Europe. Il y a plein de concepts à maîtriser et c'est ce qu'on va aborder dans cette série spéciale dans laquelle on recevra Kabaya, Morphée, 900 Care et plein d'autres et où on parlera de retail, de wholesale, d'agents commerciaux, de distributeurs, de marge, de coefficient de marge évidemment, de taux d'effort, de revenus par mètre carré dans une boutique. Bref, des épisodes passionnants, pragmatiques, didactiques et pédagogues que, je l'espère, vous apprécierez. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier que je fais dans le cadre d'une série spéciale que j'anime avec Mickaël, le fondateur de Shapeart que vous avez déjà entendu ici. Salut Mickaël, ça va ? Salut Laurent. Une série spéciale, vous le savez, sur le retail, comment, pourquoi, quoi mesurer, comment négocier. On va recevoir quelques invités exceptionnels que vous avez pour la plupart déjà entendus sur le Panier et aujourd'hui on reçoit Aymeric, le cofondateur de 900 Care. Salut Aymeric, ça va ? Salut Laurent. C'était l'épisode 203 que vous avez pu écouter il y a quelques semaines. On a abordé le thème de la grande distribution, où vous êtes lancé, vous en êtes sorti. On va rentrer dans le détail de tout ce que tu as pu apprendre dans cette expérience. Pourquoi, comment, qu'est-ce que tu as mesuré, qu'est-ce que tu as découvert que tu ne savais pas avant. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans le développement de 900 Care et pourquoi t'en es sorti aujourd'hui. Très heureux de lancer cet épisode. On va essayer de faire des épisodes courts, efficaces, pragmatiques, opérationnels. Je garantis pas qu'on y arrive, mais si on y arrive, ce serait mortel. Pour commencer déjà, mettez pause et allez écouter l'épisode 203 si vous ne l'avez pas encore écouté. Revenez et on fait un état des lieux, où tu es, où tu étais, où tu vas, pour bien comprendre la big picture. Ouais, donc je suis le fondateur de 900 Care, comme tu disais. 900 Care, c'est une marque de produits d'hygiène rechargeables. Aujourd'hui, on est vendu uniquement en ligne sur notre site 900.care et par abonnement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On s'est lancé, en gros, on a commercialisé à partir de 2020, décembre 2020. En avril, on est rentré dans 135 Monoprix, sur un meuble et quelques autres petits réseaux de distribution. On a fait un petit peu de Chronodrive, un petit peu du drugstore parisien. Et fin 2021, on a décidé de déprioriser la grande distrib et on est sorti là courant 2022 puisque une fois que tu as décidé de plus passer de temps sur la grande distrib, bah forcément tes chiffres s'améliorent pas. Donc voilà, ce sera hyper intéressant de raconter un peu tout ce cheminement intellectuel et comment est-ce qu'on est, par quelle phase on est passé. C'est notre premier enregistrement de cette série. Mickaël, tu es chez toi. Hein. Ça roule. Pour cadrer un peu, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'y aller ? Alors, en fait,
Déjà, si juste pour prendre un tout petit peu de recul sur, nous on a une DNVB à la base. L'histoire des DNVB, c'est quoi ? C'est ça, le concept est apparu aux US dans les années, début des années 2010, avec le concept de cut de middleman. On enlève les intermédiaires. Et la proposition de valeur, c'était de dire, comme on enlève la marge intermédiaire, donc souvent la marge du distributeur, on est capable de vous offrir un produit à une super qualité, mais à un prix très abordable. Donc c'est les bons basiques, typiquement les marques emblématiques, ça va être Warby Parker, Everlane. En gros, ils cut le middleman et ça leur permet d'avoir des prix très abordables. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que toutes ces marques, elles sont devenues très dépendantes de l'acquisition en ligne, et notamment de la suite Meta, Facebook, Instagram, Google. Et t'as ce dicton qui est Facebook is the new rent. C'est qu'en gros, la marge que tu donnais avant à ton distributeur, maintenant tu finis par la donner à ton retailer. Et donc tu es revenu un petit peu dans une situation qui est pas hyper confortable pour pas mal de marques. Les coûts d'acquisition augmentent. Et du coup, les modèles en ligne sont un peu challengés. Et en lançant 900Care, on arrivait du coup en début des années 2020. On savait qu'il y avait pas mal de marques qui s'étaient pris le pied dans le tapis. Et la vision initiale, c'était de dire, nous, on est un produit de grande consommation, on vend du dentifrice, du gel douche. On a intérêt à tabler sur les deux tableaux, quoi. Aller en online parce que notre produit s'y prêtait très bien. Notamment, c'est des produits, notre gel, c'est un gel douche à reconstituer, donc on envoie juste les ingrédients actifs, donc c'est très léger, c'est pas cher à expédier, du coup, donc il y avait un vrai sens à le mettre en online, mais on se disait, c'est important d'être en retail, et comme ça, t'es pas en situation de dépendance par rapport à un gros acteur, et si demain Facebook augmente ses prix d'un coup ou il y a une catastrophe plus personne l'utilise, tu te retrouves pas avec t'as quand même un autre pied sur lequel te reposer. Donc c'était vraiment ça, en fait, c'était à la fois une envie stratégique de diversifier un peu notre risque sur nos canaux d'acquisition et d'avoir vraiment deux pieds sur lesquels marcher. C'était aussi une réflexion de dire il faut être là où les gens ont envie de t'acheter. Il y a plein de gens qui font leurs courses en ligne et ça a du sens. Il y a plein de gens qui sur des produits d'hygiène basiques ont juste le réflexe d'aller en supermarché, donc on voulait être parce que en fait l'ambition c'est vraiment de dire on veut mettre des produits 900Care dans tous les foyers de France, donc on s'est dit il faut être dans, du coup là où les foyers vont faire leurs courses et donc en fait ça s'est fait assez vite puisque on a contacté Monoprix au tout début de l'aventure, ils ont beaucoup aimé la démarche. Je pense qu'ils sont en permanence en recherche de nouvelles marques innovantes, notamment sur les sujets un peu éco-responsables, et donc voilà, quand on a eu cette opportunité, on s'est pas posé la question deux fois, on s'est dit c'est génial, ça va amener de la notoriété, ça va amener plein de nouveaux clients. Oui, et tu n'inventes rien, il n'y a pas d'évangélisation à faire, on achète déjà, alors pas dans cette forme, il y a une évangélisation d'usage éventuellement, mais on achète déjà du dentifrice et du gel douche et du savon en supermarché. Exactement. Mickaël ? Mais du coup, c'est parce que tu as dit, on a eu l'opportunité avec Monoprix, c'est quelque chose que vous avez décidé day one, vraiment premier jour de dire on sera omnicanal, ou c'est quelque chose qui est arrivé quand même un petit peu après. Vous aviez déjà un focus quand même très DNVB de base. Et c'est une opportunité, un contact qui a fait que on s'est dit ok, pourquoi pas le tenter, quoi. Non, initialement c'était vraiment on pensait vraiment à l'omnicanal comme vraiment notre stratégie première. Donc on l'a pensé dès le début, et en fait d'ailleurs c'est assez drôle parce que on a commencé à bosser sur le projet en 2019. On allait à une espèce de conférence organisée par un fonds de VC où il y avait la directrice de l'innovation du groupe Casino. On est tout de suite allé lui parler parce qu'on avait déjà cette idée en tête. Donc on a noué en fait la relation très tôt au moment où le projet c'était juste au stade d'embryon, si tu veux. Et dès que on a fait une campagne sur Ulule de crowdfunding qui a très bien marché, les acheteurs ont vu ça, qu'on connaissait déjà, mais qui nous avaient dit revenez quand vous avez un peu une preuve de traction de marché, et derrière ça allait super vite, quoi. Ok. Donc la relation se fait, il y a le contact est bon et c'est dans la lignée de ce qu'ils veulent faire. T'as une gamme produit déjà à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce que tu vas vendre en supermarché ? Comment est-ce que tu fais ton choix ? Est-ce que tu choisis que tes best-sellers, que les nouveautés ? Alors, comment à ce moment-là, c'était facile parce qu'on n'avait pas tellement, on n'avait pas beaucoup de produits, donc on a vendu tous nos produits. Okay. Donc on a vendu gel douche, dentifrice et mousse main avec. Mais tu t'es posé cette question quand même ? En fait, on s'est pas posé la question. On s'est posé la question, mais ça a été assez évident. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Monoprix te fait rentrer et que t'es une jeune marque, t'as quasiment aucune chance d'aller en linéaire. En linéaire, c'est dans le rayon avec les grandes marques, etc. Donc souvent, ils font des tests et ils te font rentrer sous forme de meubles. Donc on avait créé un meuble pour l'occasion, et après ce meuble, il faut le remplir. Et on s'est dit, c'est l'occasion de montrer toute la gamme. Donc on avait un meuble avec 3 étages, ça tombait bien, on avait 3 produits, et donc on avait un produit par étage
avec d'un côté les recharges et de l'autre côté les flacons réutilisables plus les recharges. Et du coup, à refaire, tu repartirais avec toute ta gamme? Je pense que oui. En fait, les produits se sont à peu près tous aussi bien vendus. Okay. Le facteur principal de vente, en fait, c'était quel était sur quel produit tu mettais à hauteur d'yeux. Donc en fait on a fait différents tests dans les magasins et en fait quand tu switchais le dentifrice avec le gel douche, d'un coup le gel douche te vendait mieux que le dentifrice et inversement quand tu les reswitchais de place quoi. C'est celui à hauteur d'yeux qui se vendait, c'est un bon enseignement ça, à hauteur d'yeux qui se vendait le plus. C'est pas surprenant non plus, c'est pas surprenant et c'est les emplacements qui sont en retail, c'est les emplacements dans ton linéaire à hauteur d'yeux, tu verras que c'est que les meilleures marques, souvent les marques un peu plus chères parce que c'est aussi là que les retailers vont faire le plus de marge en euros. Et puis c'est souvent aussi des marques qui payent pour ça. Ça se fait beaucoup dans la grande industrie alimentaire. Si tu veux être bien placé à hauteur des yeux ou des mains, c'est un peu les deux niveaux. Il faut payer en fait. Tu payes ton mètre linéaire. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Alors à l'époque, c'est un peu pour les plus anciens, mais à l'époque, tout ce qui était rayon audiovisuel, Disney, si tu bossais avec eux dans les contrats, t'avais ok, il nous faut 9 mètres de linéaire uniquement dédié à Disney, à l'univers Disney, et ça faisait partie des conditions. Donc quand t'es une petite marque, c'est un peu toi qui subis ça de la part des gros, et puis quand t'es un gros, tu peux imposer certaines choses. Aux autres, et c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. C'est le concept de mètre carré, de mètre linéaire, c'est des choses qui sont très très importante pour les magasins. Ouais, et puis il y a un principe qu'on en a pas parlé là, mais j'en ai parlé avec toi, j'en ai parlé aussi avec Spring si je dis pas de bêtises, qui est on se bat pour moins de plastique, moins d'espace, moins de volume, moins de masse pour sauver l'environnement et dans un linéaire de supermarché, t'as intérêt à occuper le plus d'espace et c'est pour ça qu'il y a plein d'air dans les paquets de chips, plein d'eau dans les bouteilles de lessive pour occuper visuellement de... Ouais, mais en même temps, en contrepartie, si tu bosses avec les grandes enseignes, ils vont maximiser la rentabilité au centimètre carré près, quoi. Et donc, typiquement, de réduire la taille de ton pack, tu peux perdre en surface visible. Par contre, ça peut te faire rentrer dans certaines enseignes parce que tu maximises en fait leur rentabilité. Le CA par centimètre carré. Ou par mètre carré. Par centimètre, même pas carré. Par centimètre ça peut être par broche. De linéaire. Tu sais, sur les broches en magasin, tu peux mettre 5 produits, 6 produits. Et ça, c'est des choses... et c'est là où il faut trouver le bon ratio. Placer le curseur au bon endroit entre être visible pour ton client qui passe et te découvre et l'apport que tu amènes au distributeur. Tu veux réagir là-dessus? En fait, c'est intéressant parce que c'était un de nos arguments de vente pour Monoprix, c'était de leur dire, comme nos produits sont tout petits, on peut en mettre énormément au mètre linéaire, et donc c'est très rentable pour vous parce que du coup, ça prend 10 fois moins de place que... Et ça, c'est un argument où je pense qu'ils ont été assez sensibles à ça. Mais la contrepartie de ça, c'est que du coup, t'es pas très visible pour les clients, et donc nous, c'est une des raisons pour lesquelles ça a pas aussi bien marché que ce qu'on voulait, c'est que d'une part, t'es pas très visible. D'autre part, les gens te comparent en disant, mais attends, ce petit truc qui fait 3 cm de haut, ça coûte aussi cher que la bouteille qui est remplie d'eau à côté, qui a l'air beaucoup plus grosse. Donc pourquoi? Et puis après, il y a tous les gens qui comprenaient pas le concept parce que le concept est assez nouveau, la marque est assez nouvelle. Donc tout ça faisait que c'était compliqué. Mais au départ, c'est vrai que la réflexion sur le mètre linéaire, c'était un super argument de vente. Et en fait, c'est comme ça que réfléchit l'acheteur, c'est de dire comment est-ce que je vais faire le maximum de marge en euros par mètre linéaire. Donc si tu as des produits qui qui tournent bien, qui ont un prix élevé, donc sur lesquels le retailer fait beaucoup de marge et qui prennent le moins de place possible, en fait c'est une équation hyper gagnante pour eux, quoi. T'as le droit d'envoyer des gens pour faire de la formation, de la présentation en magasin? Complètement, ils sont très demandeurs de ça. Ok. C'est vraiment un truc où... Donc ça fait partie de la négo? C'était pas formalisé, ouais. Mais disons que c'était fortement encouragé. Et après, je suis sûr qu'il y a des cas où c'est formalisé, j'imagine. Ouais, tout à fait. Ça va dépendre des enseignes. Et là, tu as un peu de tout. Que ce soit tout ce qui est animation, t'envoies des gens, des vendeurs, des animateurs, ou PLV, ça c'est très hétérogène. Mais dans la PLV, tu mets pas l'animation. La PLV, c'est le meuble. Ouais, c'est le meuble, ouais. Mais il y a des enseignes qui refusent ça. Donc PLV, publicité sur le lieu de vente. Exactement. Donc à partir du moment où tu peux pas poser de meuble, c'est un peu plus dur d'animer. Tu viens, t'es au milieu du rayon, t'animes, et là nous on l'a fait maintes fois. Ça c'est une galère.
parce que une personne sur deux, c'est bonjour, où est-ce que je peux trouver le papier toilette, où est-ce que je peux trouver le pot de cornichon. Non, en fait, moi, je suis juste pour cette marque-là. Donc ça, c'est un peu, c'est très frustrant. Tu l'as fait dans quel point de vente? Nous, on l'a fait dans des GoSport. Okay. On l'a fait même dans des magasins indépendants, que ce soit en running ou en vélo. T'es au milieu du rayon, le mec, il va me demander un conseil sur les casques, quoi. Bon, ça va être compliqué. Donc c'est hyper chronophage. C'est assez compliqué de. Alors en revanche, mais du coup je te pose la question à toi, Aymeric, j'imagine que tu apprends énormément sur ton utilisateur et ton produit. Donc vous l'avez fait un peu de l'animation sur. On l'a fait. En fait, juste pour revenir sur l'animation, donc t'as vraiment deux parties. T'as la partie animation, tu viens, tu fais goûter le produit, enfin tu fais tester le produit, etc. T'expliques, tu fais de la pédagogie, c'est de le vendre. Après il y a une autre partie, c'est tout l'entretien du meuble. En gros, Monoprix va pas forcément le gérer pour toi. Enfin, souvent, en fait, il le gère pas pour toi. Donc, tu parles de quoi? De réassort, d'entretien? Le réassort, ça, ils le font, mais en fait, l'entretien du meuble, donc c'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui a interverti, qui a mis un dentifrice au milieu des gels douche, il y a personne qui va se dire, en fait, je le remets à l'étage des gels douche. Nous, notre meuble, on n'avait pas des gros moyens on n'avait pas des grosses équipes qui passaient souvent, donc les trucs prenaient la poussière. Au bout d'un moment, c'était un peu dégueulasse. Et en fait, ça, c'est un truc pour le coup, j'avais pas du tout anticipé avant de me lancer. Pour moi, le retail, c'était t'appuies sur un bouton, tu leur envoies ta marchandise, eux, ils ont des vendeurs et ça roule tout seul. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il y a pas de staff en magasin, enfin très peu. C'est vraiment la tendance de dire, t'as de moins en moins et d'ailleurs, je pense que tout le monde le voit en faisant ses courses. Si tu as une question, il faut demander au gars de chez Part qui fait son animation pour trouver le truc, mais sinon c'est c'est très juste et c'est ce que font les grandes marques. Je prends des grandes marques de chaussures par exemple. Ils ont des commerciaux qui sont là et qui passent en magasin pour prendre les commandes et ils ont des techniciens, des tech reps, vraiment des personnes qui sont là pour passer en magasin, pour former les équipes, pour assurer que ce soit mis au bon endroit, au bon prix, mais ils ne font absolument pas de vente. Ils sont juste là pour s'assurer que le merchandising est bien fait, et du coup, ils ont une double force commerciale pour le faire. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Donc 135 Monoprix, c'est ça? Ouais, donc on a fait des animations un peu dans tous ceux dans la région parisienne, quelques-uns des gros en province. Alors oui, t'apprends des choses sur ton client, mais en fait pas tant par rapport à ce que tu apprends en online. Et je pense que ça, moi, c'est un des grands trucs que j'apprécie en online, c'est que tu connais bien mieux ton client que quand tu es en retail. En fait, le truc, c'est que sur le lieu de vente, les gens, ils ont pas le temps. Donc, de temps en temps, il y a des gens qui s'arrêtent. Souvent, les gens qui s'arrêtent, c'est les gens qui ont le temps. Donc, c'est que les personnes âgées, etc., qui viennent un peu pour parler. Et sauf que c'est pas forcément notre cible parce que le produit est très novateur et ça fait 70 ans que tu te brosses les dents avec du dentifrice en pâte, la probabilité que tu ailles passer un dentifrice à croquer, elle est assez faible. Donc, on avait des animateurs qui se retrouvaient à être cornerisés pendant 20 minutes à discuter avec une personne qui finalement achetait rien. Donc, c'était un peu frustrant. Et les jeux. Bonne action. Et ouais, non, c'est bien. C'est une vertu sociale et puis même c'est intéressant. Enfin, je pense que c'est toujours sympa de rencontrer des gens. Mais tout ça pour dire que moi, c'est un des trucs que j'avais pas forcément intellectualisé au moment de lancer le retail, c'est à quel point tu connais mal ton client. Tu sais pas vraiment qui t'achète, c'est très dur de savoir est-ce qu'il y a du repeat, pas du repeat. Ça se fait un peu via les cartes de fidélité, mais ça c'est des trucs que les retailers te font payer. Donc personne te donne la data et c'est vrai que en termes de connaissance client, si tu veux pas plus tard que cette semaine, on a fait plein de calls clients de nos clients online. Les gens, ils sont prêts à passer 20 minutes au téléphone avec toi gratuitement juste pour te donner leur feedback. Et là, tu collectes beaucoup plus d'insights que ce que tu collecterais sur le lieu de vente, quoi. Ok. Parmi les sujets qu'on voulait aborder, c'est justement comment s'est passée la négo. Et tu me disais que l'un des points, toi, l'une des forces en tout cas que tu avais, c'est de dire que ton produit est petit, donc peut générer pas mal de CA au centimètre ou au mètre carré, puisque du coup, toi, c'était un meuble. À partir de quel moment tu peux passer en rayon? En fait, tu passes en rayon. Donc nous, on n'est jamais passé en rayon, donc je sais pas exactement. Faudrait peut-être inviter quelqu'un d'autre pour savoir exactement. Mais en gros, c'est l'acheteur, c'est quelqu'un de rationnel. En gros, il fait juste des maths et il se dit est-ce que si donc c'est les métriques importantes hein, pour un retailer, c'est la vélocité, c'est-à-dire ou la rotation, c'est-à-dire combien d'unités tu vas vendre par semaine, par magasin. La marge en euros qu'ils font. Et
en euros plutôt qu'en pourcentage, c'est-à-dire que plus le produit est cher, plus ils vont marger en euros, et donc si t'as un produit qui est 2 fois plus cher, c'est pas grave s'il tourne pas aussi vite qu'un produit entrée de gamme, parce que du coup ils vont gagner plus d'argent. Et après t'as bien sûr la dimension taille que ça prend, parce que forcément si ton truc est gigantesque, même s'il tourne bien, en fait s'il bloque toute une étagère, c'est pas intéressant pour eux. Et donc c'est vraiment ça la discussion, c'est si t'as des bonnes perfs et qu'ils se disent et en plus, pour rentrer en rayon, ce qui est compliqué, c'est que le rayon est déjà pris. Donc, il faut que tu sortes une marque. Donc, en fait, il faut que tu arrives à les convaincre que tu vas être meilleur qu'une autre marque ou que certaines références d'une autre marque. Ouais, là, t'as dit plein de choses hyper intéressantes. Le premier truc sur lequel ça m'a fait sourire, mais l'acheteur fait juste des maths. Alors, faut différencier tout ce qui est grand compte, donc des Monop, des Nature et Découverte, des Leclerc, Intersport et compagnie. Effectivement, là, on va être, enfin, c'est vraiment, c'est très empirique. Comme tu dis, on peut pas pousser les murs. Donc, il y a un moment, est-ce que t'es meilleur? Est-ce que tu m'offres quelque chose de mieux que les autres? Et ça, il faut. En fait, c'est assez surprenant, mais des fois, on va tomber contre des acheteurs qui ne connaissent rien aux produits. Ils ne connaissent pas tes produits. Moi, j'ai fait des... C'est une ligne dans un Excel. Alors, c'est exactement... Et des fois, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que j'ai eu des rendez-vous où l'acheteur vient en face de moi. Il a déjà son catalogue qui est fait. Sauf qu'à la place d'avoir les photos des produits, il y a juste des cases blanches. Et donc, il sait qu'il a un produit à 50 €, un à 60, un à 70 à trouver. C'est tout. Tu rentres dans la case, tu rentres pas dans la case. Et ça, c'est... Alors, si la personne en face connaît bien son marché, c'est génial et t'arrives toujours à bien discuter. Des fois, tu peux te confronter à un mur qui ne connaît pas le secteur, qui ne connaît pas le marché, du coup, qui ne peut pas voir la valeur ajoutée que ton produit apporte. Et ça, c'est assez frustrant. Ça, c'est vraiment frustrant. Mais du coup, l'enseignement là-dessus, c'est quoi? Bien savoir quels sont les triggers du mec que tu as en face de toi quand tu es dans le cadre d'un acheteur GMS, donc d'un acheteur en centrale pour... Déjà, il y a un mot-clé, c'est la marge. La marge, il faut générer de la marge. Alors, soit tu peux générer des petites marges, mais avec une rotation qui est très forte, c'est-à-dire que tu vends beaucoup d'unités avec une petite marge, donc là, il va s'y retrouver. Soit tu vas générer des marges plus importantes avec une rotation un peu plus faible. Mais au final, on en vient toujours au même. Le distributeur en face, notamment chez les gros, chez les indépendants, ça peut être un petit peu différent. L'aspect service et innovation peut être quelque chose d'intéressant pour eux, mais chez les gros, à la fin, tu parles d'argent. Alors, on peut creuser. C'est une question qu'on posera à tous les invités de cette série pour voir, je pense que des tailles de réponses différentes. La marge, il y a quelqu'un qui la paye. toi le e-commerçant ou l'acheteur à la fin, ou un mix des deux. Sur une base 100 de produits vendus, donc TTC à ton client, quel était le découpage et quel était ton multiple? Globalement, le multiple, c'était fois 2,5 par rapport. Moi, je vendais à l'acheteur à un prix, je sais pas, à 10, et c'était ensuite vendu à 25 TTC. TTC. Ouais. Dont 4 du coup en gros de TVA, donc il fait un x2 sur son... C'est ça. Entre le sell-in et le sell-out. Voilà. Donc lui il prenait, en fait, en gros, globalement on se partageait la marge, quoi. Et là, alors là-dessus on a c'est un truc que tu peux te permettre de faire quand t'es petit, je pense. C'est qu'on a une démarche très transparente sur nos coûts et du coup sur la discussion de la marge, c'était de dire nous on est petit. Aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas les coûts des autres produits de grande distrib. On travaille à livre ouvert. Voilà notre base de coûts et on vous propose tel partage de la marge parce qu'on trouve que du coup c'est, enfin, le prix de vente. Voilà à quel prix on pense pouvoir vendre et après voilà comment on vous propose de partager la marge. Et pour le coup, ça n'a pas été une négo très dure dans le sens où ils ont tout de suite topé. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, juste pour apporter un tout petit peu de nuance par rapport à ce que je disais sur l'acheteur, il fait des maths. Je pense que la vérité, c'est qu'il va catégoriser les marques en quelques grandes catégories. Tu vas avoir certains produits qui sont là pour driver du trafic. Donc, typiquement, ça, c'est la bouteille de Coca-Cola. Tout le monde connaît le prix de la bouteille de Coca-Cola et donc il faut avoir un prix bas sur cette bouteille. Et donc, ils acceptent de pas faire beaucoup de marge parce qu'ils savent que c'est le prix de la bouteille de Coca-Cola qui va potentiellement te décider, ou du pot de Nutella, qui va potentiellement te décider de venir dans voilà. Donc ça, c'est un peu le produit d'appel. C'est le produit d'appel. Bon, nous, on rentre clairement pas là-dedans. Ensuite, t'as les produits où ils vont faire leur marge. Donc ça, c'est la grande majorité des produits. Et après, t'as des autres produits, comme nous, à l'époque, c'était des produits qui ont des bénéfices en termes d'image. Et c'est pour ça que, pour nous, la négo de marge n'a pas été super dure, parce qu'en fait, c'était pas ça qu'ils venaient chercher chez nous. Et donc, dans ta relation avec l'acheteur, il faut déjà bien comprendre déjà dans quelle case tu es, parce que selon la case dans laquelle tu es, tu vas pas du tout négocier la même chose. Eux, ils étaient très intéressés, en revanche, par
Est-ce que vous allez communiquer sur le fait que vous êtes chez Monoprix? Comment est-ce qu'on peut faire des opérations ensemble pour faire de la visibilité? L'enjeu de Monoprix, si tu vois, Monoprix, c'est un petit retailer, je crois que c'est genre 2% de la part de marché GMS, mais en revanche, en termes d'image et de notoriété, ils sont énormes parce qu'ils ont cultivé cet aspect découvreur de jeunes marques, endroit un peu cool, curation, exactement. Le choose physique. C'est ça, c'est le choose physique, c'est des curateurs, et donc du coup, quand tu rentres dedans, Ok. J'allais continuer sur le pricing, tu veux aller... Ouais, non, j'allais dire, la négo a été assez facile, et c'est vrai que c'est un peu les échos qu'on a sur Monop. Alors, on le sait parce que Aymeric nous l'a dit en préparant l'entretien, je crois, donc Oui, tu viens de le dire là? Je viens de le dire. Ok, je viens de le dire. Et c'est effectivement une ancienne qui travaille beaucoup avec les jeunes marques. Après, l'autre point aussi, c'est que vous avez quand même donné des marges qui sont confortables. Pour Monop, parce que il y a ça aussi, c'est que là dès le départ vous avez des marges qui sont assez chouettes pour eux. C'est pas des marges qu'on retrouve dans tous les secteurs ou pour tous les types de produits, donc je pense que ça a aussi facilité la discussion. On avait bien benché avant, on savait, on avait parlé à d'autres marques, donc on savait que ce qu'on proposait était acceptable, et donc il y a pas eu. Mais après, ce qui est tout à leur honneur, parce que il y a aussi, tu pourrais avoir les échos que t'as d'acheteurs d'autres enseignes, c'est qu'ils vont négocier quoi qu'il arrive, quoi. Donc eux, ils ont été faire puisqu'on leur a fait une offre qui était faire, et on n'a pas eu des débats sans fin. Ils ont accepté tout de suite, quoi. Il y a un écueil là qui peut arriver souvent chez des commerçants e-commerçants qui se lancent dans la distrib ou la grande distrib, en tout cas le retail, c'est le pricing entre ton prix de vente en D2C sur ton site versus celui que tu peux avoir en grande distrib. Tu vas voir un importateur, tu vas voir plein de gens, puis tu vas voir le retail qui va te demander une marge de fois 2,5, tu l'as dit tout à l'heure. Vous l'aviez, et ça rejoint un peu la question que tu avais tout à l'heure, Michael, mais vous l'aviez imaginé dès le début d'être en omnicanalité. Du coup, comment t'as géré cette dichotomie de pricing? Tu peux avoir on peut imaginer un prix en D2C puis un prix en grande surface, mais ça marche pas, ça. Non. En effet, il faut que tu aies un prix qui soit le même partout. Ouais. Et donc ça suppose d'y penser à l'avance. Donc nous, on l'avait pensé à l'avance avec un bémol. C'est que en gros, le truc qu'on n'a pas anticipé, c'est qu'au départ, on pensait qu'on pourrait vendre notre flacon réutilisable 5 € en disant c'est un outil, c'est un objet que tu vas garder toute ta vie, etc. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça marchait pas, et qu'en online, les gens ils étaient pas prêts à payer 5 € pour avoir un flacon, même s'il était made in France, même s'il était en plastique recyclé, même s'il était joli. En fait, pour eux, le flacon, c'est un truc que t'achètes avec ton gel douche, et du coup, ça devrait être offert. Et ça a été un gros unlock en online quand on s'est mis à l'offrir dans la première commande, et on l'a considéré comme du coût d'acquisition. Sauf que du coup, ça a créé des problèmes chez Monoprix, puisque là, du coup, on ne pouvait pas s'aligner sur le pricing, puisque clairement, on pouvait pas offrir le flacon qui nous coûtait X € à produire. On pouvait pas l'offrir à Monoprix, parce que sinon, ça voulait dire vendre à perte des flacons, ce qui est juste... je déconseille de vendre à perte, quoi. c'est pas une bonne pratique business. Et on s'est retrouvé dans une situation où, du coup, on avait un pricing en décalage sur le premier achat. En fait, ce qu'on vendait à 3,50 sur notre site, c'est-à-dire le flacon et la première recharge, chez Monoprix, c'était vendu 10 €, parce que, en fait, notre structure de coût plus la marge du retailer nous permettait pas de vendre en dessous de 10 €. Et là, tu te retrouves dans un truc où t'as l'air un peu, l'autre truc qu'on a appris, une hypothèse qu'on avait, c'était que les gens allaient nous découvrir chez Monoprix et potentiellement aller faire du repeat en ligne. Donc ça s'est jamais produit. On a un sondage post-achat. Oui, je crois qu'il y a sur la durée de vie, il y a eu peut-être 10 personnes qui nous ont dit, on vous a connu chez Monoprix. Donc les clients étaient quand même fidèles à un canal. Donc ça, c'était un gros learning, parce que je pensais qu'il y avait beaucoup plus de... Donc ce qui fait que ça n'a pas été un énorme problème. Il y a peu de gens qui nous ont dit, j'ai acheté le truc à 10 balles chez Monoprix, et là, vous le vendez à 3,50, c'est quoi ce bordel, remboursez-moi. Donc ça c'était plutôt ok, mais néanmoins, tu te dis quand même, le fait de pas avoir anticipé ça, le fait qu'à terme, on aurait pu changer notre pricing sur le flacon, ça a quand même posé des questions sur derrière la stratégie adoptée chez Monoprix, quoi, en termes de prix. C'est hyper intéressant, parce que on voulait te demander l'impact qu'il y a eu sur le D2C, direct to consumer, donc ton site. Ce que tu dis, en gros, c'est qu'il n'y a pas tu ne l'as pas connu, en tout cas, de cross-canalité. Aucun. Enfin, vraiment, c'était très, très bluffant. Et j'ai encore des gens qui me disent, j'adore je les achète chez Monoprix, et c'est très surprenant, parce que tu peux t'abonner, c'est beaucoup plus pratique. C'est des gens, en plus, qui sont plutôt, digitaux, quoi.
des Ok. jeunes, ils achètent plein de trucs en ligne, mais en revanche, ils ont pris l'habitude d'acheter un truc. En fait, c'est pas si surprenant. Enfin, j'invite tous les auditeurs à réfléchir. Il y a des trucs que tu achètes par réflexe toujours au même endroit parce que tu sais que tu vas les trouver et t'as jamais le réflexe de te dire je vais aller le chercher sur. Ouais, il y a un sujet qui Internet. est important quand on commence à prendre des intérieurs et à vendre en magasin. C'est qu'en fait, il faut aussi penser à la fidélité. Le consommateur final peut être fidèle à l'enseigne et non à la marque. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'appréhende pas forcément. Et c'est un sujet qui est très important. Et c'est pour ça qu'il faut hyper bien manager ces magasins et les suivre et faire des incentives et ce genre de choses. Parce qu'en fait, il y a énormément de clients qui sont fidèles au magasin. Tu vas dans ta boulangerie, tu vas chez ça peut être ton tabac, ton marchand de journaux, voilà. C'est vraiment la fidélité à une enseigne est quelque chose de très fort qu'on néglige souvent. Et ça, c'est un point. Et le deuxième point sur la porosité entre du offline, du online. Nous, de ce qu'on mesure, c'est quelque chose qu'on mesure en online, c'est quelque chose qu'on mesure avec d'autres marques aussi. On est autour de 7-8% généralement. Nous, on a 7 à 8% de nos clients qui nous ont découvert pour la première fois en magasin et qui ont acheté ou repeat en online. Ok, 7-8%, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme du tout. Et là, c'est toute la complexité de l'omnicanalité. Hein, c'est les concepts d'attribution et compagnie où c'est vraiment c'est dur à mesurer. Mais ouais, 7-8%, c'est pas énorme. Tu veux continuer sur ce sujet? Donc toi tu dis, mais c'est très empirique, une dizaine de clients Nous, aussi qui viennent du 0%. Mais du coup, tu t'es affranchi d'une partie de tes acheteurs Exactement. en sortant, puisque on en est là. T'es donc sorti en 2022. T'es resté un an Ouais, dans c'est ce centre Monoprix. Ouais. Tu t'es affranchi d'une partie de tes acheteurs. Ouais, clairement. Et ces acheteurs-là, t'as pas moyen de les recontacter. Et globalement, ils sont fidèles à l'enseigne, donc j'imagine qu'ils ont juste changé de marque. Et c'est sûr que c'est un peu un crève-cœur, mais et c'est pour ça que, enfin, je pense qu'un des trucs qui est quand même important à comprendre, c'est que quand tu es intermédiaire, donc quand tu passes par des distributeurs, tu ne possèdes pas la relation client. Et moi, je suis quand même assez convaincu que ce qui fait aujourd'hui la valeur d'un business, c'est la relation client. Tu vois, nous, avec l'abonnement, on a des clients qui sont récurrents, fidèles, on les acquiert une fois et ensuite ils restent très longtemps. Donc ça, c'est sur la partie business revenu. Mais surtout, c'est une manne de data et en ayant la relation directe avec tes clients, en fait, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu te poses une question sur quel produit lancer, en fait, tu les sondes et tu leur poses la question. Quelle couleur lancer, pareil. On fait énormément de sondages, de co-création avec nos clients parce qu'on possède cette relation avec eux. On a leur mail, on a leur numéro de téléphone, on peut les appeler quand il y a un problème. Et tout ça, en fait, tu le perds quand tu es intermédiaire. Et ce qui veut dire que tu es quand même pas mal à la merci de ton équipe d'acheteurs change, tes résultats sont un peu moins bons, tu te fais sortir. En fait, tu perds d'un coup la base de CA. Et comme les gens sont pas, enfin, comme disait Michael, ils sont fidèles à l'enseigne et pas forcément à la marque. Bah du coup tu perds. Enfin si tu te fais sortir, tu perds ton CA quoi. C'est une bonne punchline ça. Le consommateur n'est pas forcément fidèle à la marque mais à l'enseigne. Qu'est-ce que tu ne savais pas et que tu as découvert Donc t'as une expérience dans le passé, t'as bossé chez BCG, t'as lancé des marques aux US. Qu'est-ce que tu ne savais pas et que t'as appris cette année sur le le retail? Retail, grande conso, grande distri, pardon, GMS. En fait, je pense que le gros learning, c'est que j'ai sous-estimé à quel point c'était dur. En fait, je pensais vraiment que c'était très mécanique parce que j'avais bossé que pour des grosses marques qui se vendaient un peu toutes seules et qui étaient très importantes pour le retailer. Et donc, en fait, de toute façon, globalement, les variations sur des marques établies, c'est 1-2% par an dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de séisme sur les catégories en général. Et donc, ça me semblait un truc assez facile à faire, en fait. En gros, tu vois, tu t'es distribué. En plus, Monoprix, c'est une enseigne centralisée. Par rapport, t'as des enseignes qui sont franchisées où tu dois aller voir chacun des franchisés pour vendre ton produit. Mais à Monoprix, t'as un entrepôt central, donc tu livres qu'un seul entrepôt. Ils dispatchent eux-mêmes. Il y a du staff en magasin, donc normalement, tes produits sont mis sur les rayons, etc. Et donc, je pensais vraiment, c'était un bouton, genre t'appuies sur le retail et t'es partout et ça marche, tu vois. Et en fait, le taf que ça demande, envoyer des gens, aller refaire les PLV, communiquer, driver du trafic vers ta marque, comment est-ce que tu animes le rayon, enfin tout ça en fait j'avais complètement sous-estimé ce truc-là et c'est un des drivers pour lesquels on est sorti, enfin en tout cas je te dis à fin 2021 on a décidé de déprioriser le retail
c'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas assez nombreux pour faire à la fois le online et à la fois le retail très bien. Et donc, on a décidé de prioriser le canal qui nous semblait le plus prometteur, c'est-à-dire le online, et de passer beaucoup moins de temps sur le retail. Sur lequel tu as fait x10 en un an en nombre d'abonnés, mais pour savoir comment, il faut aller écouter l'épisode 203. Tu as fait un peu de compta analytique pour savoir combien ça t'avait coûté. Tu vois, est-ce que tu peux allouer des coûts à ton COGS sur le retail? Sur les COGS, c'est assez. Sur les COGS, oui, tu le fais. Et c'était un canal qui était relativement rentable. Ça a été très positif pour nous. Mais tu mets dedans, du coup, tes meubles, la tournée, les réassorts, la formation, Alors, clairement, avec tous ces investissements-là, on a perdu de l'argent, je pense, en retail. Après, ça a été. Ah, mais attends, mais c'est hyper important. C'est ça, c'est ma question. T'as perdu de l'argent en retail? Bah, je pense, mais parce que nous, ça a pas très bien marché. Enfin, j'ai pas fait l'exercice, parce que de toute façon, je pense que ça sert à rien de se flageller une fois que t'as décidé de sortir. T'as pas forcément besoin de savoir combien t'as perdu. Je pense que globalement, après, je sais pas si on a perdu de l'argent parce qu'on a eu une très grosse commande d'implantation. Donc, ça nous a beaucoup aidé en termes de cash flow parce que d'un coup, t'as beaucoup. Alors, ça a été au début, au lancement, quoi. T'as un gros coup de pied au cul, une grosse accélération au départ. Donc, ça a été compliqué à un moment au niveau trésor parce que du coup, il faut produire. Mais une fois que tu reçois le cash, en fait, t'as beaucoup de cash d'avance. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre learning. Faut pas confondre sell-in et sell-out. Sell-in, c'est quand tu vends à ton retailer, donc t'es trop content. Tu reçois ta maxi commande, tu te dis c'est génial, tu tires le trait, tu te dis voilà combien je vais vendre. Et en fait, après, si ça se vend pas en magasin. Et ça, faut faire très attention à ça. Pour les marques qui débutent ou qui lancent, quand tu lances un nouveau pays, tu signes des gros contrats, tu vas signer une enseigne avec 100, 200, 300 magasins. En fait, cette différence sell-in, sell-out, l'année où tu ouvres les magasins, il faut bien remplir les rayons. Donc là, tu prends des commandes qui sont assez importantes. Tu te dis, l'année prochaine, je vais faire la même chose. Mais non, en fait, l'année prochaine, les rayons sont déjà pleins. Tu pars pas de zéro, quoi. Et ça, c'est un écueil que beaucoup de marques font. C'est-à-dire qu'une année où tu accélères à fond en wholesale, tu te dis, c'est génial, on a une traction de dingue. Non, en fait, ce qui est important de voir, c'est tes ventes hors ouverture de compte. C'est ça, en fait, la clé. Parce que là, tu vas pouvoir comparer. Nous, on l'a vu dans plein de pays qu'on a ouverts. La première année, tu fais 10 000 pièces. La deuxième, t'en fais 10 000. En fait, non, c'est une super année. T'as pas fait flat. T'as fait une super année. Puisque tu sais que les magasins, ils ont 20-30% de stock pour alimenter les fonds de rayon. Donc, ça veut dire que la première année, t'en as vendu 7 000. La deuxième, t'en as vraiment vendu 10 000. Donc, tu fais un 40% de croissance. Et c'est ça qui compte, en fait. Et ça, il faut l'anticiper en termes de trésor, il faut l'anticiper sur tous ces points-là. Parce que tu peux te prendre un mur. Je ne citera pas de nom, mais tu peux te prendre un mur tu te lances, tu dis, c'est génial, on a craqué le truc. Non, t'as mis en rayon. Et encore une fois, le nerf de la guerre, on parlait de la marge tout à l'heure. L'autre nerf de la guerre, c'est les sell-out, c'est les taux de sortie. Il faut que ça se vende, en fait. Attention à l'année 2. C'est ça. Attention à l'année 2. Attention à l'année 2. Ouais, c'est exactement ça. Donc le coût, on en a parlé. Tu penses, mais c'est très empirique que ça t'a coûté de l'argent. En revanche, ça t'a fait un influx de cash flow au début. Au global, pour moi, ça a été positif. C'est une expérience qui est positive. Je pense que ça m'a aidé sur la Noto. Ça m'a aidé à sécuriser ma levée. C'était une partie importante de la discussion de la levée qu'on a fait en 2021. Alors, tu t'es lancé en avril 2020. Non. Tu t'es lancé en avril 2021, c'est ça? Ou 2020? On a lancé chez Monoprix en avril 2021. Dans le cadre, en parallèle. Et la levée, c'était quand, pardon? C'était au même timing. Ouais, c'est ça. Et globalement, on avait déjà signé le deal avec Monoprix, donc c'est rentré dans la due deal. Dans la due deal, et c'était un élément rassurant pour les investisseurs. La due diligence, pardon, je l'ai fait vite. La due diligence, c'est ce que font les investisseurs quand ils ont fait une note d'intention d'investir, une LOI, Letter of Intent. Ils disent, on est prêt à investir X millions dans ta boîte. On va vérifier que tout ce que tu nous as dit est vrai. Oui. Donc ça, c'est la due diligence. Si tout ce que vous lui avez dit est vrai et qu'il est toujours motivé pour investir à la fin du temps, parce qu'une letter of intent, une LOI, elle a une durée de vie, il fait l'investissement. Donc si effectivement ils avaient compris à ce moment-là que c'était du vent Monoprix, ça aurait pu. Exactement. C'était pas le cas. Ok. Donc ça t'a aidé dans ta levée. Voilà. Puis c'était pas du vent du coup. Hein. Et c'était pas du vent. Ouais. Du vent surtout. Oui, enfin, s'ils avaient, pardon. Ok. Gérer la sortie. Tu peux nous en parler 2 secondes? Alors la sortie, c'est des discussions en fait qui sont potentiellement compliquées, mais où paradoxalement tu es plutôt en position de force en tant que marque, parce que en gros ils ont beaucoup de stock. Et alors en gros il y a 2 options au moment de la sortie. Option 1, tu rachètes tes stocks, et donc là tu as une discussion sur à combien tu les rachètes, parce que eux ça les saoule d'avoir des produits d'une marque qui sont déréférencés. Et option 2, tu leur dis les stocks vous les avez achetés.
Et ça, d'ailleurs, c'est un conseil hyper important de bien clarifier pendant la négo, je pense. C'est souvent le cas chez la grande distrib, mais bien clarifier que c'est pas du dépôt-vente et qu'en gros, le stock leur appartient. Donc nous, c'était le cas. Donc ils l'ont acheté. Ils ont acheté le stock. Et donc, quand on le sort, finalement, le stock qui leur reste sur les bras, c'est un peu leur problème. Et là-dedans, en fait, l'équation, c'est de se dire, du coup, ils veulent se débarrasser de ce stock. Si tu veux pas leur acheter, ce qui était notre cas, vous voulez pas leur acheter le stock, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est juste qu'ils vont faire des promos agressives pour faire du déstockage. Et ça, en fait, ça peut potentiellement avoir un impact sur ta marque. Ouais, sur ton image. Mais comme on avait très peu de cross-canalité, on s'est dit, on est prêt à prendre ce risque. En gros, oui, parce qu'au final, tu savais que les gens, vu qu'il n'y avait pas de porosité entre les deux, exactement. Ils restaient chez Monop. Bon, ça c'est un sujet. Il y a encore une fois, il y a pas mal de choses, mais on fait pas de dépôt-vente. Ça c'est important. Quand tu dis on, c'est un conseil. Ne faites pas. Ne faites pas de dépôt-vente. Essayez de ne pas faire de dépôt-vente. Je me projetais, tu vois, avec les autres marques qui écoutent. Il faut pas faire de dépôt-vente. Très rare cas, ça peut être intéressant, mais il faut pas en faire puisque en gros, le magasin, à partir du moment où c'est du dépôt-vente, il va pas être incentivé. Qui vendent ou qui vendent pas, de toute façon, il perd rien. Non, c'est skin in the game. Il faut être dedans, quoi. Donc, si tu crois en la marque. Et que tu peux l'imposer. Ouais, mais le dépôt-vente, l'achat ferme, c'est la norme. C'est la norme, ouais. très bien. C'est la norme. Donc, faut pas être trop gentil à dire, je vais faire du dépôt-vente, vous allez voir. Non, on y va. Et surtout, c'est un bordel en compta, le dépôt-vente, parce que du coup, il faut que tu saches combien t'as de stock, chez qui, Ouais, en logistique, ça puis en BFR. En BFR. Ouais, non, mais c'est. Tu dois aller alimenter 135 Monoprix avec 300 produits par Monoprix, je sais pas, 500 ou 100. Faut les sortir, tu sais pas quand tu seras payé. Ouais, Monop, généralement, les grandes enseignes n'en font pas. C'est vraiment sur des plus petits points de vente, mais faut éviter. Et après, effectivement, racheter les stocks, ça coûte cher. Ça coûte cher quand tu dois racheter tes stocks, même si tu peux avoir une décote, ce genre de choses, ça coûte cher. Et le coût des soldes, là, il faut faire attention à ça, parce que il y a effectivement, est-ce que ça peut détériorer ma rentabilité online et ma conversion online, puisque c'est moins cher ailleurs, donc les gens vont plus aller acheter sur mon site. Donc la question de la porosité se pose, et surtout ça peut être là où il faut faire très attention, c'est quand on veut continuer une bonne relation avec l'enseigne, parce que si tu leur dis non, moi ça m'intéresse pas, je vous les rachète pas, par contre j'ai encore des choses à vous vendre, là tu peux oublier, ça c'est sûr. Et l'autre point, c'est quand ton enseigne vend online. Là ça peut quand tu coupes juste une enseigne, que tu as d'autres points de vente, que tu es très omnicanal et que tu as une enseigne qui vient péter tes prix, tu peux être sûr que les autres elles vont prendre leur téléphone, elles vont t'appeler. La Monoprix vendait pas en ligne. Si, ils vendaient en ligne un peu, mais c'était epsilonesque. Ok. Ouais, c'était pas visible pour les. Non, en fait, il fallait vraiment chercher, mais la page n'était pas du tout mise en avant, donc c'était pas un problème. Ok. Deux, trois petites questions pour finir avant que tu ne t'étouffes. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça va? Ouais, ça va. Mais... Alors, dans quel ordre? Non, mais dans cet ordre-là. Ta structure logistique sur cette année, est-ce qu'elle a changé? Quelle est ta structure logistique pour le D2C? Et du coup, est-ce que tu l'as adapté pour le retail? On a changé de logisticien, mais c'était un peu décorrélé de changement de stratégie. Donc on shippait tout depuis le même logisticien. Après qu'on a changé de logisticien, on a gardé notre ancien pour refaire le retail et le nouveau qui faisait que du DTC. Et maintenant on n'a plus que le nouveau. Mais ça c'était un peu indépendant du retail. En revanche, le truc qui était en termes de logistique que j'avais aussi sous-estimé, c'est qu'en fait faire du retail, ça rajoute de la complexité dans ta supply chain, puisque tu dois créer des SKU spécifiques, donc des SKU, c'est en gros des références spécifiques. Nous, typiquement, on voulait pas qu'il y ait une comparaison de prix directe entre le site et Monoprix, donc on avait créé des formats différents, donc on vendait par lot de 2 recharges chez Monoprix, alors qu'on vendait 4 recharges sur le site. Donc tu te crées des packs différents. On avait le pack avec le flacon de base, en online, en fait, il y a le préparateur de commande qui met le flacon puis qui met la recharge. Sauf que en retail, tu peux pas vendre il faut que les deux soient attachés. Sauf qu'on fait pas de plastique jetable, donc tu dois créer une boîte en carton pour mettre dedans. Enfin, il y avait énormément de complexité. Tu peux expliciter un peu plus pourquoi tu as fait des SKU différents? C'est pas évident pour tout le monde. Alors le SKU différent, c'était juste parce qu'on se disait, c'était un des learnings de ma vie passée où on cherchait à optimiser Amazon versus Walmart, et en fait une des stratégies c'était de dire, si t'as pas les mêmes références produits, tu peux pas comparer. Donc sur Amazon tu vends des trucs plus gros en gros, du coup ils peuvent avoir un prix plus bas sans que l'acheteur de Walmart pète un câble. Et donc nous on s'était dit on va faire pareil,
Mais encore une fois, peut-être mauvaise réflexion parce qu'on n'était pas du tout à la taille où quiconque allait péter un câble parce qu'on avait un prix différent sur notre site. Mais on s'est dit, au moins, ça nous laisse du pricing, Ça te laisse un peu de marge, flexibilité quoi. de pricing. C'est-à-dire que si demain, je décide que mon pack de 4, je le vends moins cher sur le site, Monoprix peut pas me dire, ah, tu vends moins cher un truc qui est chez nous. Je lui dis, bah non, c'est pas les mêmes références. Donc c'était ça, mais c'est un peu un film que je me suis fait dans ma tête tout seul parce que Monoprix en fait s'en fout et allait jamais checker Ouais, en fait, c'est quelque chose de très spécifique, notamment à Amazon. Donc, par SKU, c'est Stock Keeping Unit, donc c'est une unité de stockage, en gros, mais c'est le code EAN. Ouais. Le code barre que vous voyez, c'est le code EAN. Et en fait, effectivement, de faire un code EAN différent, notamment pour les gros sites e-commerce, c'est intéressant parce que c'est eux qui scrapent et qui vont analyser tous les prix de tout le monde, de tous les revendeurs. Et s'ils voient que t'es moins cher ailleurs, ils vont s'aligner. Et c'est pour ça que si t'as un code EAN différent, Amazon dit, c'est pas le même produit. Même si t'as le même litrage, le même grammage, le même produit, si tu changes le code barre, il le détecte pas et ça te permet de te protéger des variations de prix. Ça a aussi été la mode dans la grande distrie, surtout dans le blanc et dans le gris à une époque, de dire si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la diff, sauf que si le SKU est unique à l'enseigne, tu trouveras jamais moins cher ailleurs. Exactement. Et après, l'autre truc qui est rentré dans la réflexion, c'était aussi de te dire, en retail, t'as quand même des price points magiques, qui est de dire si tu te cales à 4,99 ou 9,99, etc., c'est quand même pas mal versus te caler à 7 euros, quoi. Et donc, tu calibres aussi le pack que tu vends, de la quantité, pour aller se caler à ce price point-là, parce que tu sais que les gens sont très drivés par le prix quand ils sont en retail, peut-être plus que, en tout cas, par la comparaison prix et par ces seuils un peu psychologiques. Voilà. Donc, c'était aussi ça. Mais tout ça pour dire que, du coup, ce truc-là, ça a beaucoup complexifié la supply chain. Ouais. Ça te coûte cher déjà parce que tu dois créer des nouveaux packs machin, mais surtout en BFR puisque du coup tes stocks de sécurité, tu dois les maintenir dans 2 fois plus de références. Et donc on s'est retrouvé dans des situations ubuesques où il nous restait plein de stocks du produit Monoprix en version 2 de recharge, mais on n'avait plus une recharge, donc en gros, tu dois sortir des produits de recharge, les mettre dans une recharge, ça te coûte un fric fou. Ou alors aller rajouter des SKU sur ton site. Ouais. Ou alors rajouter des SKU sur ton site. Enfin bref, c'est un gros bordel que tu sous-estimes. Et en fait, tous ces trucs-là, quand tu les mets bout à bout, tu te rends compte que t'ajoutes une complexité de malade. Et ça, c'est peut-être le gros learning de dire, en fait, quand tu essaies de faire trop de trucs à la fois, tu te rends pas compte, mais tu complexifies, et ça crée plein de problèmes un peu partout parce que tout est un peu interconnecté. Donc ouais, sur la logistique, c'est quasiment une logistique séparée quand même. Cool. Je savais qu'on tiendrait pas les 20-30 minutes, mais on est à 45, c'est très bien. J'ai encore quelques questions, mais j'en ai surtout une pour qu'on puisse bien se préparer à se lancer, ou non d'ailleurs. C'est un peu les conditions commerciales, les flux. Tu dis que le jour où tu te lances, t'as une grosse commande, elle est payée à combien de temps? Toi, du coup, il faut que tu la produises en amont. Enfin, tu vois, il y a de la distribution. Certes, ça fait un gros influx de cash. T'as une grosse dépense en face aussi, non? Ouais, t'as une grosse dépense au départ, et donc là, il faut être un peu malin sur le financement. Un truc que je conseille à tout le monde de faire, c'est de faire Factor. Donc Factor, en gros, c'est parce que t'as deux débats. À facturage. Ouais, à facturage. Ok. En fait, dans la gestion du cash, t'as 2 débats. T'as déjà le cash que tu sors pour produire tes produits avant qu'on te les achète. Donc disons, nous, c'est à peu près 3 mois le cycle. Donc Monoprix dit, on vous lance dans X magasins, voilà la commande d'implantation. Toi, tu vas passer ta commande à ton fournisseur. Donc là, on est le mois 1. Voilà, on est le mois 1 et tu lances le mois 4, quoi. Ouais. Mais le mois 1, tu vas le payer le mois 3. Et ça dépend. Mois 2, pardon. Ça dépend de ta relation avec ton fournisseur, mais nous, quand t'es une marque qui a pas d'historique, souvent tu dois quand même avancer le cash, ou en tout cas une partie du cash. Mais bon, t'as toute une partie négo avec ton fournisseur en disant c'est une grosse commande, comment on split la charge. Mais bon, tes fournisseurs, ils ont pas non plus le trésor illimité, donc c'est aussi, eux, ils doivent acheter les matières premières. Enfin, il y a tout un, il y a plein de dominos. Voilà. Donc tu commandes le mois 1, potentiellement tu payes le mois 1 parce que tu es une petite marque qui est en train de se lancer. Voilà. Quand tu vas livrer le mois 3, tu livres le mois 3 et eux, ils te règlent à 60 jours. Donc le mois 5. Ils te règlent le mois 5. La facturage, c'est t'as presque une demi-année, t'as un semestre de décalage, quoi. Facile, parce qu'en plus c'est pas la prod est prête, je la livre le lendemain chez Monop. Ouais. Ou ailleurs. Déjà, t'as toujours un peu de battement. La livraison, c'est prise de rendez-vous. Enfin, c'est 6 mois. Enfin, tu peux prendre un petit mois de battement. Et la facture, tu les mets quand? Le mois 1, le mois 3? Tu la mets à la livraison.
Donc le mois 3. Oui. Donc ton conseil, et c'est un bon conseil, c'est de faire de l'affacturage, du factor. L'affacturage, chers auditrices, chers auditeurs, si vous connaissez pas, c'est qu'en gros, je confie à ma banque le soin de se faire payer et moi je lui transmets une facture, elle me règle immédiatement, ça me coûte 1, 2, 3% selon la boîte d'affacturage et c'est elle qui va s'occuper de se faire payer. Donc en gros, elle me fait une avance de trésor. C'est ça. Du temps de règlement de la facture. Donc sur les 6 mois de BFR, déjà tu as réglé ton problème sur 3 mois. Ouais. Et après, dans le cas de grosses commandes d'implantation, tu peux aussi aller voir ta banque en lui disant, bah voilà, j'ai la commande. Nous, Monoprix avait été très sympa là-dessus. Ils avaient fait signer des lettres d'engagement en disant on s'engage à faire ça, etc. Et ça nous a permis d'avoir du cash temporaire, un prêt court terme en fait, pour dire Okay. vous nous aidez sur ce lancement qui est important. Donc potentiellement, tu as ta commande le mois 1 qui sera facturée le mois 3. Du mois 1 au mois 3, tu peux demander à ta banque de t'avancer les sous. Voilà. Ça va te coûter 1, 2, 3%. Le mois 3, Ensuite, tu as il y a ton facturage. facteur. Voilà, Mais donc, ça peut coûter entre 5 et 10%, entre 3 et 6, j'en sais rien, Voilà. 3 et 5% du total de la commande en coût financier pour avoir l'argent immédiatement et pas plus tard. Ok. Mais quand tu te lances, en fait, t'as pas tellement d'autres choix puisque le cash, tu l'as pas, quoi. Ou alors, tu fais une levée. Mais bon, c'est toujours frustrant de se dire que l'argent de ta levée et donc le capital que tu as ouvert sert à financer du stock. Se diluer pour des stocks, c'est dur. C'est, je sais plus qui, Jean de la Roche. Non, qui? Je sais plus, quelqu'un qui disait en gros, faut pas lever pour financer ton BFR. Faut lever pour investir, faut lever pour innover, mais pas financer. C'est la discussion que tu avais eue avec, sur un épisode avec Sodilog. Hein. Tout à fait. Jacques Masson, qu'on salue. Qu'est-ce que tu ne savais pas sur cette négo, sur les conditions? Qu'est-ce que tu as découvert? Quel conseil tu peux donner? Sur les négos avec le retailer, je pense que le conseil, c'est déjà bien comprendre dans quelle case de la matrice on est. Et donc, en fait, ça jouera sur les arguments qu'on va mettre en avant. Typiquement, dans le cas de la jeune marque qui est là pour faire de la com, c'est leur vraiment mettre en avant tout l'aspect. On a une maxi communauté, on va driver des gens chez Monoprix parce que machin. On aura plein de parutions de presse, on va communiquer. On avait fait à l'époque une campagne dans le métro, où on disait disponible sur 900.care et chez Monoprix, ça ils avaient adoré. Et en fait, c'était plus ça qui les intéressait que gratter 2 points de marge, parce qu'en fait, ils disaient tes 2 points de marge, comme je sais pas comment ça va tourner, de toute façon, je m'en fous quoi. Enfin, on aura la Donc discussion. ils ont ajouté de l'image. Je pense. Donc dans les curseurs, Enfin, dans les éléments de négo, il y a aussi ça quoi. Disons qu'ils me l'ont jamais dit, mais je pense que que ça peut compter pour eux. Ouais. Ah, bien sûr, ouais. C'est hyper important. Et après, non, mon conseil, c'est attention à l'année 2. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'année 2, c'est là où, si la marque commence à bien marcher, c'est là qu'on va commencer à avoir des discussions alors, qu'est-ce que vous faites pour la marge? Qu'est-ce que vous faites en termes de trade spend? Donc, en gros, est-ce que vous nous donnez de l'argent pour faire des promotions, etc. Et ça, du coup, c'est un peu les règles du jeu pour participer. Mais souvent, l'année 1 est assez nice. Et potentiellement, l'année 2 peut être plus complexe. Donc, il faut juste s'y préparer. Et typiquement, s'il y a des choses qui sont importantes, par exemple, on a une marque qui veut pas faire de promotion, je pense que c'est important vraiment de le topper en mode, même l'année prochaine, en fait, on fera pas non plus de promotion, donc c'est pas la peine de revenir et d'essayer de sécuriser les trucs importants un peu dès le départ, je pense. Je cherchais sur 900.care, la page où tu expliques. Il y a une page où tu expliques le détail des prix, ou c'est sur ton. C'est sur les fiches produits. C'est sur les fiches produits, ouais. C'est ça. Passionnant. Qu'est-ce qu'on aurait oublié comme question, grande distrib? On a couvert déjà pas mal. On a couvert pas mal de choses. J'ai adoré cet épisode. Merci infiniment, Aymeric. Merci cool. À vous. C'est hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouvez Aymeric Grange, Grange sur LinkedIn. Et puis évidemment, allez tester 900.care. Si vous avez des questions sur la grande distrib, n'hésitez pas. Je sais pas, je peux leur dire, n'hésitez pas à contacter Aymeric. Ils peuvent me contacter, je réponds pas systématiquement, mais j'essaye. Merci infiniment. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.